Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver et j'espère bien sûr que vous vous portez bien. 4 mots-clés à la une de l'émission cette semaine. On va parler de machinisme, on va parler d'innovation, de sécurité et puis bien sûr d'économie. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Power Booster. Cette semaine, nous avons pu nous rendre sur un chantier en Seine-et-Marne. Nous rencontrerons Claude Bourgeois qui dirige une ETA et qui nous fera part de ses inquiétudes suite à la crise sanitaire. Nous parlerons culture de la betterave avec Emmanuel Champenois avant d'aller à la rencontre de Nicolas Lepem qui dirige une société de transport qui roule au colza. Enfin, nous discuterons de carburant avec Claire Duhamel. Mais avant tout, les news. Les colliers connectés pour les vaches, ça vous dit quelque chose ? Eh oui, puisque déjà au cours de la décennie précédente, des colliers high-tech capables de mesurer en temps réel les indices vitaux des bovins étaient proposés par quelques startups sur le marché. Mais cette fois-ci, c'est un projet d'ampleur qui intègre la technologie. France Limousin Sélection et la société Ingemonix ont en effet peaufiné leurs produits pendant 3 ans. Au terme de cette expérimentation, ce sont aujourd'hui 4000 vaches limousines qui en sont équipées. Mais que permettent donc ces colliers ? Ils renseignent l'éleveur sur les mouvements de ses bovins et leur temps de rumination. Capables de détecter une baisse de forme avant l'éleveur ou de prédire des périodes propices à la reproduction, ils ont surtout pour ambition de faire le lien entre le patrimoine génétique et les différentes performances observées sur les animaux. Le collier seul coûte environ 140 €. Pour coupler le produit avec un service de gestion de données via une plateforme dédiée, il faut compter un investissement de 200 €. La maladie de Lyme transmise par les tiques est une véritable inquiétude pour tous ceux qui travaillent dans la nature. Depuis 3 ans, l'application CITIC, à l'initiative de l'INRAE, a pu dresser une première cartographie nationale des signalements de piqûres qui interviennent essentiellement au printemps et à l'automne. L'analyse du contenu infectieux des tiques a montré une large distribution géographique de la bactérie responsable de la maladie de Lyme et environ 15% des tiques analysées sur tout le territoire sont porteuses de cet agent infectieux. Enfin, les chercheurs ont remarqué que l'augmentation des signalements de piqûres chez les chiens et les chats commence 3 à 4 semaines avant l'augmentation des signalements chez les humains. Ces animaux pourraient donc constituer de bonnes sentinelles pour évaluer le risque de piqûres de tiques chez les humains. Vous savez, la semaine dernière, je vous ai fait découvrir un superbe projet, un méthaniseur. Cette semaine, on va s'intéresser au chantier qui l'alimente. Claude Bourgeois, bonjour. Bonjour Jean-Paul. On s'était vu il y a une dizaine d'années, je crois, dans le cadre d'un chantier de déterrage de betteraves. Il faisait moins beau d'ailleurs qu'aujourd'hui. Le business, est-ce que ça va ? Aujourd'hui, ça va parce qu'on s'est diversifié dans plusieurs branches, y compris le bois, la méthanisation aujourd'hui parce qu'on est là. Vous avez quoi comme matériel sur ce chantier ? Puis quelle est l'amplitude horaire ? Le matériel sur le chantier, une faucheuse Krone de 9 mètres, faucheuse avant, 2 faucheuses arrière avec tapis, une ensileuse de 800 chevaux avec pick-up, 2 remorques de 25 tonnes et 2 tasseurs au silo. Et le transport est assuré par le méthaniseur. Quel tonnage et quels horaires ? Le tonnage jour varie entre les grandeurs de parcelles, ça va entre 800 et 1000 tonnes jour. Les horaires sont de 7h30 jusqu'à 7h30 le soir. Claude, je l'ai dit, vous intervenez dans une zone betteravière. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, l'avenir de la betterave, c'est quand même pas gagné. Et vous investissez 500 000 € dans des machines. Aujourd'hui, c'est risqué. Oui, l'avenir de la betterave est incertain. On espère que ça va changer dans les années futures. Parce que pour nous, les investissements sont tellement lourds qu'on reste très prudent. On le sait, au lendemain de la crise, ça risque aussi d'être compliqué. Comment vous pouvez, en tant qu'entrepreneur, être de plus en plus performant ? Gagner en termes de performance en soulageant la tâche des agriculteurs, qui est hyper importante aujourd'hui, étant donné qu'il y a de moins en moins de personnel dans les fermes d'élevage. Je pense que faire les chantiers complets pourrait énormément les soulager. À nous de s'adapter pour être performants. Oui, mais les agriculteurs, ils vont faire quoi alors ? Les agriculteurs vont pouvoir mieux s'organiser,
trouver plus de temps et nous, par la même occasion, faire tourner nos machines. Et je passe aussi le message en disant nos cousins les CUMA ont quand même des aides dans notre secteur défavorisé. Et nous, en entreprise particulière, en embauchant beaucoup de personnel qu'on veut garder à temps complet sur l'année, les subventions, on les voit passer chez les voisins, mais pas chez nous. Bon alors Claude, ça c'est un petit message pour les CUMA. Bon voilà, en tout cas, merci Claude et puis félicitations. Merci à vous Jean-Paul. Vous voyez, il s'agit d'un mélange de seigle et d'orge qui va aller alimenter un méthaniseur. On le voit, de plus en plus, les exploitations agricoles deviennent des génératrices de biomasse qui vont pouvoir trouver différentes utilisations en alimentation humaine, en alimentation animale et puis aussi pour produire de l'énergie. C'est vrai qu'on a toutes les raisons aujourd'hui d'être inquiets sur l'avenir de la betterave. Et justement, je suis avec un betteravier. Emmanuel, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes betteravier ici en Seine-et-Marne. Vous êtes inquiet pour l'avenir de la betterave ? Oui, on est assez inquiet vis-à-vis de l'avenir de la betterave aujourd'hui qui est très clairement dans un contexte mondial au niveau des prix du sucre avec des règles de production qui sont elles franco-françaises et européennes à la fois. Et dans ce contexte, on est confronté aujourd'hui à venir en fait se vendre notre sucre sur le marché mondial avec des règles de production qui ailleurs sur la planète ne sont pas significativement les mêmes que les nôtres. Donc l'inquiétude peut grandir. Quant à l'origine du sucre, l'éthanol aussi qui vient se lier à cette production, car certains pays fortement producteurs d'éthanol aujourd'hui, comme le Brésil, l'Argentine, peuvent venir switcher très rapidement leur production d'éthanol pour revenir sur le marché du sucre, ce qui a un impact considérable sur les cours mondiaux. Pour reprendre une expression dont on parle beaucoup, dans le monde d'après, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il n'y a pas beaucoup d'alternatives. C'est tout l'enjeu. L'arrêt de la betterave, on le souhaite vraiment pas dans notre secteur, en tout cas en France, parce que ça nous permet d'avoir une certaine autonomie alimentaire, en tout cas. On a depuis quelques siècles travaillé très fortement autour de ce sujet, on y est arrivé et aujourd'hui on s'ouvre à la mondialisation. Donc cette mondialisation peut demain voir sonner un petit peu la fin de la betterave, en tout cas sur nos régions de production française. Et clairement on ne le souhaite pas. Donc deux solutions, soit on ouvre un petit peu les règles de production, soit on ferme notre marché, mais je crois qu'aujourd'hui ce n'est plus possible de fermer un marché, il faut au contraire qu'on soit plutôt ouvert aux échanges et qu'on puisse retrouver donc de ce fait les productions betteravières comme on aurait pu avoir le droit de le faire dans le reste de la planète. De façon très concrète, ouvrir les règles de production, ça signifie quoi ? Ça signifie repenser peut-être un petit peu la programmation de disparition des produits phytosanitaires. Ça veut dire aujourd'hui avoir une rationalisation effective, notamment au niveau des coûts de production que l'on peut avoir sur nos systèmes par rapport à ce qui peut se faire ailleurs aussi. Merci beaucoup Emmanuel. Je vous en prie. En Seine-et-Marne, on a des forages d'extraction de pétrole. Alors c'est vrai que ce n'est pas des champs qui sont très très importants, mais quand même, il semblerait qu'il y ait un petit potentiel. Mais on a surtout un gros potentiel là, juste en face, avec ces champs de colza. Et vous allez voir dans le sujet suivant qu'à mon avis, le colza comme carburant pour le futur, on va certainement en reparler. Nicolas Epem, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Nous sommes ici dans votre ferme en Seine-et-Marne. Vous êtes céréalier, je vois des tracteurs du John Deere. Vous avez d'ailleurs travaillé chez eux, non ? Absolument. Et puis quand vous êtes revenu en France, vous avez repris l'exploitation familiale. Vous faites quoi comme culture ? Alors je suis principalement céréalier. Je cultive des betteraves à sucre et du colza. Et vous avez une autre activité ? Également, donc à mon retour, j'ai décidé de créer une entreprise de transport public de marchandises. D'accord. Et vous avez une flotte de combien de camions aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, j'ai 8 véhicules. D'accord. D'où l'idée
Quand on vous en a parlé il y a 1 an, d'adopter un carburant un peu particulier, Oléo-100, c'est un carburant à base. De colza. Et vous l'avez adopté sur tous vos camions? Alors aujourd'hui, sur la majorité des véhicules, oui. Il faut modifier, il faut ajouter un additif? Alors, aucune modification notable, mis à part un changement de la filtration au moment de passer sur ce nouveau carburant. Et aucun additif, mis à part la D-Blue, mais ça c'est normal. Quelqu'un qui vous rachète le camion, il peut revenir au gazole? Absolument, la conversion est possible dans les deux sens, sans aucune modification. Oui, très facile. Est-ce que vous constatez une surconsommation? Alors sur mes parcours, j'ai constaté une légère surconsommation, mais minime. Aujourd'hui, vous approvisionnez tous vos camions avec ce carburant. Est-ce qu'en termes de prix, il est placé aussi bien ou aussi mal, je ne sais pas, que le gazole? Alors, ça dépend comment on prend la question, mais le tarif est calqué sur le cours du carburant, du carburant standard, du gasoil standard. Donc, il n'y a pas de surcoût à ce niveau-là. Donc pour vous, ça veut dire que il faut opter pour un débouché local, non? Absolument, c'est pour ça que ça faisait tout son sens d'adopter ce type de carburant dans la mesure où c'était local. Ça permettait à moi, en tant que producteur de colza, d'assurer des débouchés à ma production, d'assurer Impact environnemental qui est plus faible. un impact environnemental beaucoup plus faible, exactement, et conserver des outils de production à proximité. Ouais. Puisqu'effectivement, l'huile de colza est raffinée, elle est raffinée pas très loin d'ici. Absolument, elle est raffinée entre autres à l'usine du Mériot, proche de Nogent-sur-Seine. Bon, merci beaucoup Nicolas et félicitations. Merci beaucoup Jean-Paul. Et alors, on peut se poser la question, quelle est la différence entre une huile de colza traditionnelle et ce nouveau carburant? Alors, on part de la graine de colza qui va subir dans une première étape un pressage mécanique, puis un procédé de transestérification. Et à la sortie de ce procédé, on va obtenir 2 produits principaux. Oléo-100, donc un carburant 100% naturel, végétal, et puis de la glycérine. La glycérine est un produit en vogue actuellement, notamment dans l'utilisation des gels hydroalcooliques. Notre carburant Oléo-100 est parfaitement substituable au gazole sur tous les moteurs jusqu'à Euro 5. Pour les moteurs Euro 6, il faut ajouter un rétrofit. Et les constructeurs travaillent sur des modèles directement adaptés dès leur commercialisation. Merci beaucoup. Merci. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous savez que vous pouvez nous retrouver tous les jours avec de nouvelles vidéos et il faut vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis, si vous voulez avoir de nouvelles infos sur le machinisme, chaque jour, vous pouvez consulter notre média partenaire machinismeactualité.com. Je vous souhaite une excellente semaine.